Le temps, et nous le reverrons ici, c'est aussi le temps de la musique, le temps qui s'est construit dans, par exemple, le chant grégorien et qui a ensuite évolué avec l'évolution des gammes. Le temps, c'est aussi ici ce jeune homme très dynamique qui vit au XIXe siècle, qui s'appelle Jean-Baptiste Biot, que j'aime bien, Robert Lockneux peut en convenir. Et voici, là, il est au début de sa carrière, et là, il est à la fin de sa carrière. Bon, j'aurais pu me prendre des photos de moi, ça aurait été à peu près pareil. Et vous voyez donc le temps qui se passe, le temps biologique, le temps de la vie, le temps des artères. Et le temps des beffrois, le temps de la cité, le temps du travail, et très certainement on aura des prolongements sur le temps du travail, et tout ça indique évidemment que ce dont je vais vous parler, c'est le temps et la flèche du temps, et nous allons donc pouvoir commencer un petit peu. Le temps, ça commence par la construction des calendriers. La construction des calendriers, c'est quelque chose qui remonte à la préhistoire, puisque à la préhistoire, on a constaté que, au cours d'une journée, les étoiles décrivent des trajectoires qui sont des cercles au cours d'une nuit, et puis aussi qu'elles reviennent dans les mêmes positions au cours des années, et qu'elles dessinent entre elles, ce qui ne se voit pas sur cette photographie, des constellations qui sont totalement indéformées, indéformables, qui montrent des positions constantes entre elles. Plus de 3000 étoiles avaient été observées à l'œil nu par les Chaldéens. À la préhistoire, beaucoup moins, mais quand même beaucoup. Et très rapidement, on a repéré que parmi ces étoiles qui forment des constellations toujours constantes, eh bien, cette photo a été prise, wow, il y a 7 astres errants. 7 astres errants, les planètes, qui vont se déplacer dans les constellations et qui ont la caractéristique d'être toujours dans une même zone du ciel qu'on appelle le zénith. Et voilà, ici, ces ces planètes, et qui vont donner certainement un autre temps, et un temps qui va être repéré par les deux plus grandes, ce que l'on considère longtemps comme les deux plus grandes planètes par leur éclat, c'est-à-dire la Lune, d'une part, et d'autre part, le Soleil. Donc, le retour périodique de la Lune et du Soleil joue énormément sur la vie des hommes. Donc, évidemment, on va les repérer, essayer de les mesurer, et la Lune a une influence dans les germinations, dans la vie, dans les menstruations, le Soleil dans les saisons, pour les peuples qui sont les plus au nord, c'est beaucoup plus important que celles qui sont plus au sud. Et donc, on va essayer de reparer le retour périodique de ces deux planètes, puisque le Soleil est considéré comme une planète, que sont la Lune et le Soleil. Et on va attacher des mythes à ces retours réguliers. Ici, un fragment de papyrus qui nous décrit, il est conservé au Louvre, qui nous décrit les 12 heures de la nuit. Les 12 heures de la nuit. Le soleil se couche à l'ouest et il réapparaît à l'est. Les Égyptiens croient que la Terre est plate. Donc il faut bien qu'il se passe quelque chose sous cette pierre plate, terre plate, pardon. Et ce qui se passe, c'est que le Soleil doit affronter des forces qui sont opposées,
qui vont essayer de l'empêcher de renaître à l'est, et il doit traverser 12 cavernes successives où l'attendent 12 épreuves dont il va triompher. Et ici, nous sommes dans la dernière heure de la nuit, et vous voyez le dieu Soleil sur une barque qui est traînée par des esclaves avec des scribes qui chantent ses louanges. Il a vaincu tous les obstacles qu'on mettait à son retour, et il va renaître entre les cuisses de la déesse Nout sous forme du soleil levant. Et il va reprendre ensuite les 12 heures de la journée pour se recoucher, et ainsi de suite au cours des temps, pendant qu'il ne sera pas empêché par l'adversité. Ici, un manuscrit du XIIe siècle qui est dans l'espace chrétien, dans lequel est représentée la Genèse. Eh bien, la Genèse, c'est aussi les 7 jours de la Genèse. Donc, 7 jours, et avec le premier jour, Dieu qui sépare la lumière des ténèbres, et le 4e jour, il crée les luminaires. Donc il va y avoir des débats pendant tout le Moyen-Âge pour essayer de concilier la foi et la raison, pour essayer de montrer comment Dieu peut séparer le jour et la nuit le premier jour, alors que les luminaires ne sont créés que le 4e jour. Mais évidemment, Genèse qui raconte aussi la naissance du monde, et une naissance du monde selon des jours où le 7e, Dieu se repose, et c'est celui où l'homme va prendre possession de sa création, de la création divine. Vous voyez, déjà 12 heures du jour chez les Égyptiens, 7 jours dans la Genèse, 5e siècle avant notre ère, plus d'un millénaire et demi pour les Égyptiens. Ici, des traces des alignements de Karnak, donc la préhistoire, où vous voyez ces pierres qui sont alignés rigoureusement selon des alignements qui sont sud-est-nord-ouest. Alors bien évidemment, s'il y a un tel alignement, c'est qu'il y a un repère très précis des positions du Soleil ou de la Lune, du Soleil, qui va permettre, grâce à l'observation des levées, couchers de Soleil au solstice, aux équinoxes, d'effectuer de tels alignements. Et ici, une image piquée dans un film que vous connaissez peut-être, qui représente un acteur qui est en train, regardez qu'est-ce qu'il fait, il est en train de compter sur ses doigts. Alors il compte sur ses doigts, et compter sur les doigts, initialement, c'est ce que font d'ailleurs les Chaldéens, c'est faire quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ensuite, si ça dépasse, je retiens 1, puis je recommence. Donc, la numération naturelle des Chaldéens, c'est une numération à base 12, qui a plusieurs avantages. D'abord, on peut compter sur les doigts. Ensuite, on peut facilement faire des divisions et des multiplications, puisque 12 est plus divisible que 10, divisible par 1, par 2, par 3, par 4, par 6, par 12, évidemment. Et donc ça facilite les calculs, et des repères que les Chaldéens vont faire des étoiles, des planètes, eh bien, vont repérer dans leur numération à base 12, vont donner ces 12 heures du jour, les 12 heures de la nuit, et les repères que nous utilisons encore, à la fois dans les positions des étoiles et dans le temps. Donc, voilà une des origines de ceci. Et puis, vous voyez ici une tablette mésopotamienne qui, justement, essaie de repérer les positions des étoiles et des planètes. Donc, vous voyez que des traces de ces Chaldéens mésopotamiens qui inventent une astronomie, et une astronomie dans laquelle ils repèrent très bien que, par exemple, pour le Soleil, eh bien, le Soleil se lève
à l'est, en gros, et se couche à l'ouest, sauf que au cours de l'année, eh bien, la trajectoire du Soleil n'est pas la même. Ici, nous sommes au solstice d'hiver, le Soleil est bas à son zénith, et vous voyez que sa course va être beaucoup plus courte qu'à l'équinoxe de printemps ou d'automne, et encore plus qu'au solstice d'été. Donc la hauteur du zénith du Soleil varie au cours de l'année, et d'autre part, sa position varie également. Alors de cela, eh bien, évidemment, on va pouvoir tirer quelques conséquences, et ces conséquences vont permettre de repérer, par exemple, le temps. Vous avez ici un obélix, et vous avez la figuration de l'ombre, la position de l'ombre au cours du trajet du Soleil dans la journée, autour de quoi, lorsque on est au solstice d'été, lorsqu'on est à l'équinoxe et lorsqu'on est au solstice d'hiver. Évidemment, l'hiver, les ombres sont beaucoup plus longues, elles sont beaucoup plus courtes en été, mais les durées du jour et de la nuit varient également. Alors ici, en été, les jours sont plus longs par rapport à la nuit, et sous nos latitudes, et ici en hiver, elles sont plus courtes. Ce qui veut dire que l'ombre va apparaître, par exemple, si le ciel est dégagé ici, et disparaître ici, tandis qu'ici, elle va se lever ici et disparaître ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il commence à y avoir une première contradiction. Il y a des gens qui veulent avoir des heures égales et des gens qui disent « je divise toutes les journées en 12 et toutes les nuits en 12 », ce qui fait forcément des heures inégales, puisque le passage entre ici et le passage à ici et ici n'est pas égal. Donc, heures inégales pour les uns, heures égales pour les autres. Quelles sont les heures égales? Eh bien, je donne 2 fois 12 heures pour le retour du Soleil au levant, et je fractionne en 24, là les heures sont égales. Heure inégale, heure égale, comment mesure-t-on le temps? Le temps, il y a 2 façons, vous le voyez, de le mesurer. Et ces 2 façons de les mesurer sont, par exemple, identifiées ici par un cadran solaire qui est bâti sur des heures égales. Et il y a toujours des belles maximes dans tous les cadrans solaires. Songe à dernière heure vie, c'est-à-dire soit vraiment observe les commandements, et où il est toujours le temps de ne rien faire. Je vous laisse choisir entre les 2 maximes. Et ici, par exemple, une horloge qui est une horloge du XVIIIe siècle japonaise, qui est conservée au Musée des Arts et Métiers à Paris, et qui est une horloge à heure inégale. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a un mécanisme, puis vous voyez qu'ici, il y a une espèce des contrepoids. Alors, selon le mois, on approche ou on recule les contrepoids, ce qui fait que les heures sont totalement inégales. Il y a une exposition actuellement au Musée des Arts et Métiers sur la mesure, et voici, c'est une photo que j'ai prise dans une vitrine des Arts et Métiers actuellement à Paris. Alors, donc, vous voyez, les temps égaux, les temps inégaux, c'est quelque chose qui a fonctionné. Bon, et puis, on essaie de construire, c'était le titre de mon première séquence, les calendriers. Alors, vous avez un calendrier qui, ici, un calendrier représenté dans un manuscrit du XIIe siècle. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Nous sommes en France, c'est un manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale, et au centre, vous avez Dieu, évidemment, avec le Soleil et la Lune. C'est une première chose. D'autre part, c'est un calendrier circulaire, l'éternel retour du temps et des saisons, depuis le début de la création jusqu'à la fin du monde.
Alors, éternel retour du temps, avec ici les 4 saisons qui sont là, l'hiver qui se chauffe, l'été qui gambade. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez les 12 mois, oui, 12 de l'année. Alors, les 12 mois de l'année qui correspondent aux 12 signes du zodiaque. Ça veut dire quoi? Eh bien, là, le Soleil passe dans les constellations, et comme les Chaldéens ont une numération à base 12, ils séparent arbitrairement 12 constellations dans lesquelles se promène le Soleil au cours de l'année. Et il y a les 12 mois qui sont un reste de... Bon, d'une part, ça peut être la fraction par 12, mais en même temps, c'est un petit reste de calendriers lunaires qui ont précédé les calendriers solaires. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, il y a les signes du zodiaque, les mois, les travaux des champs. Donc, ce calendrier éternel et circulaire va permettre évidemment de prévoir les travaux des champs qu'il convient de faire en fonction de la position du Soleil et de l'évolution de cette rationalité qui est celle de la course du Soleil. Je vous ai dit, à calendrier, c'est très facile à construire, vous voyez, facile. Sauf que ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais, pourquoi? Parce qu'un jour a 24 heures, 12-12, et une année a 365 jours en caricaturant virgule un quart. Et puis une lunaison, 28 jours et quelque chose. Donc, vous voyez, construire un calendrier, c'est manier des temps qui peuvent être repérés par le Soleil ou par la Lune, qui ne sont pas multiples ou submultiples l'un de l'autre. Donc, nous manions déjà des nombres non rationnels. C'est l'apparition en mathématiques des nombres non rationnels par le souci de vouloir faire des calendriers qui soient le plus précis possible, avec des ajustements qui seront toujours obligatoires. Et notre calendrier exige année bissextile et puis les années en 1000, quand et ainsi de suite, exige toujours des ajustements. Alors, je vous ai dit, il y a des calendriers lunaires. Au début, les premiers calendriers sont des calendriers lunaires, parce que la Lune n'a plus d'influence pour les peuples du Sud que le Soleil, et joue sur les germinations, les menstruations. Et les deuxièmes, des lunisolaires, et les troisièmes, des solaires. Mais dans notre calendrier actuel, nous avons encore les trois qui se superposent. Par exemple, ici, un calendrier du jardinier qui va vous dire ce qu'il faut semer, planter, cueillir en fonction de la Lune. Par exemple, évidemment, un manuscrit islamique, la religion musulmane, qui adopte un calendrier lunaire qui est repéré dans l'année dans un calendrier solaire, mais un calendrier lunaire qui notamment décide que le Ramadan est le 9e mois lunaire de l'année et qu'il commence lorsqu'apparaît le premier quartier de la Lune à l'horizon. Donc, évidemment, comme il n'y a pas de commun multiple entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire, le Ramadan se déplace toujours d'année en année par rapport à notre calendrier solaire. Le calendrier liturgique chrétien. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la crucifixion et Pâques. Et Pâques, c'est quoi? C'est le premier dimanche qui suit la pleine lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Donc, alors, vous voyez, là, c'est vraiment un lunisolaire. Et c'est une position de la Lune qui va nous donner la date mobile, vous le savez, de Pâques dans l'année. Alors,
les révolutionnaires en 1990-91 ont voulu, en même temps qu'ils constituaient le système métrique et l'unification des systèmes de mesure, ont voulu innover en donnant aussi un calendrier du temps qui soit décimal. C'était une invention énorme d'avoir des mesures décimales. Ça facilitait énormément les calculs, ça unifiait les mesures qui étaient totalement dispersées et non décimales avant la Révolution française et qui l'ont été jusqu'à très peu de temps dans un pays qui est en train de réfléchir sur le Brexit. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Eh bien, vous voyez que d'une part, il y a encore 12 mois de l'année, mais que ces mois sont... non, je suis en train de raconter des bêtises. Il y a des mois de l'année qui sont groupés par printemps, été et tout ça, mais avec des semaines qui sont des décades. Donc des semaines qui sont des décades, et il y a 10 jours à la semaine. Et qu'est-ce qu'il y a? Puisque nous avons des heures qui sont sur la base 12 avec les systèmes 60 et ainsi de suite, et les multiples et sous-multiples, eh bien on introduit des heures... Voilà, voici l'horloge. C'est une horloge de la Révolution française qui est à base 10. Il y a 10 heures du jour, liberté, égalité, fraternité, n'est-ce pas? Il paraît que c'est une devise. Et qu'est-ce que vous avez? Eh bien, les gens qui vivaient, c'est parti, tu veux me le remettre, non? Ou ça va comme ça? C'est bon. Donc, qu'est-ce que vous avez? Ce calendrier révolutionnaire, évidemment, alors que nous sommes habitués à regarder quelque chose dans lequel il y a une concordance entre la place du soleil et puis l'horloge, vous introduisez ça, ça fait flouf. C'est-à-dire que bien rapidement, on a retenu toutes les mesures, le mètre, le kilo et ainsi de suite, du système des mesures de la Révolution française, mais ça a été abandonné encore beaucoup plus rapidement que tout le reste, cette horloge et cette division en 10 du temps. Tout ça pour marquer la difficulté du temps et de mesure du temps, du repère du temps, de détermination du temps, et vous montrer que les phénomènes naturels qui conduisent à le repère de ce temps sont tout sauf constants, et qu'il y a des problèmes dans tout repère que l'on adopte. Alors, le temps, ça va servir à autre chose. Voici une image d'une caravane amaigrie que l'on peut voir peut-être dans un désert actuellement. Mais, par exemple, les sciences en pays d'islam ont extrêmement développé l'astronomie. Parce que l'astronomie était tout à fait indispensable, par exemple, pour se guider dans le désert. Pour se guider dans le désert, qu'est-ce que l'on fait? Il n'y a pas de repère. Eh bien, on observe les étoiles, le soleil, et par rapport aux étoiles et au soleil, on peut savoir la latitude. C'est-à-dire, on repère le zénith, par exemple, du soleil ou des étoiles, et donc on repère la latitude. Comment repérer la longitude? Eh bien, pour repérer la longitude, lorsqu'on se dirige à peu près vers une même latitude, il faut savoir quel temps on a parcouru par rapport au temps de l'endroit où on est parti. Donc il faut des garde-temps. Et des garde-temps, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, en gros, ça c'est un astrolabe, donc ça montre la complexité de l'observation que faisaient les peuples des pays d'islam des astres, avec cet appareil qui est à la fois un appareil de visée et de calcul, dont les plus petits peuvent se porter à la ceinture et les plus gros ont 1 mètre ou 2 de diamètre, avec des projections stéréographiques qui gardent les angles,
qui sont là sur le plateau et qui permettent de repérer les angles que font les étoiles, donc de repérer où est la caravane. Et voilà, donc le premier observatoire qui soit créé est l'observatoire de Bagdad à la fin de notre 7e siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe comme garde-temps? Vous avez le sablier. Le sablier qui a la particularité d'écouler du sable de façon régulière, quelle que soit la quantité de sable qu'il y a, parce qu'il y a un rapport entre le trou du sablier et le grain de sable qui permet d'avoir un débit constant. Et donc, voilà. Ou, deuxième garde-temps, la clepsydre. Et la clepsydre, eh bien là, plus il y a d'eau dans ça et plus le débit est fort. Donc, vous voyez, la clepsydre, ça fait des temps inégaux. Et comment vous avez le temps? Eh bien, en regardant le volume qui est tombé ou par pesée. Donc, on peut mesurer le temps par pesée. Donc, les garde-temps, et ces garde-temps, évidemment, ne sont pas extrêmement précis et vont longtemps dans l'histoire de l'humanité essayer d'être améliorés. Ça va encore se compliquer quand on va voyager sur mer pour traverser l'Atlantique. Alors là, il faudra des garde-temps et on va essayer d'avoir des horloges qui ne subissent pas d'effets magnétiques, des horloges qui soient régulières et tout ça, et qui ne prennent pas l'eau. Et ça va entraîner des problèmes énormes de garde-temps pour avoir les positions spatiales sur Terre. Voilà. Donc, j'espère vous avoir convaincu que le temps, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Ça varie beaucoup avec les phénomènes astronomiques par rapport auxquels on les repère, à notre latitude, à notre longitude, à part les périodes de l'année, et puis les conventions qu'on peut se prendre. Et donc, le temps des physiciens va prendre appui sur ces conceptions du temps pour essayer d'aller au-delà, et c'est cette deuxième histoire que je vais essayer de vous raconter. Bon. Si je regarde, par exemple, la représentation du monde selon Aristote et selon les Grecs, sauf les pythagoriciens, eh bien, vous avez très nettement, dans cette représentation, un monde qui est clos par la sphère des étoiles fixes, invisibles mais sur lesquelles sont accrochées toutes les étoiles, qui tournent d'un mouvement circulaire et uniforme, donc j'explique le mouvement des étoiles, et il y a les planètes qui tournent dans ce ciel, qui est empli d'éther, d'un mouvement circulaire et uniforme, et puis, donc là c'est le domaine de la perfection, de l'éternité, et puis ici il y a la Terre qui est au centre du monde, et c'est la Terre la zone de la Terre, c'est la génération, c'est la corruption, c'est la naissance, c'est la mort, et c'est le monde des 4 éléments qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc si je veux expliquer un mouvement selon le lieu dans la physique d'Aristote, eh bien, cette clé tombe à mes pieds. Pourquoi? Parce qu'elle va vers le lieu de la Terre, parce que la clé est composée surtout de terre, et elle va à mes pieds parce que la Terre est fixe et au centre du monde. Donc, j'ai un mouvement selon le Dieu qui peut se décrire sans que j'ai besoin de détailler beaucoup les trajectoires. Puis la deuxième chose dans la physique d'Aristote, c'est que, une grande notion, c'est que un mouvement selon le lieu cesse quand cesse mon effort. Bon, c'est-à-dire que si j'arrête de tirer cette charrette, elle s'arrête. Pour qu'il y ait mouvement selon le lieu, qui ne soit pas un mouvement naturel, mais un mouvement contraint, eh bien, ça s'arrête quand cesse mon effort. Voilà, ça c'est la première chose, c'est une idéalisation. Évidemment, ça peut continuer un petit peu, mais l'idéalisation, ça cesse quand cesse l'effort. Alors regardez l'application de cette physique d'Aristote à, par exemple, le mouvement d'un boulet lorsqu'on a inventé les bombardes ou les canons. Bien, vous avez, c'est un traité militaire, on tire au canon, donc il y a un effort de propulsion donné par la poudre, hop, ça s'arrête, le boulet tombe sur
verticalement sur la Terre fixe au centre du monde. Et qu'est-ce que vous avez? Eh bien, il va y avoir des discussions dans lesquelles il dit oui, mais ça ne peut pas arrêter comme ça, brusquement, donc il va y avoir une petite continuation. Donc, vous voyez, deuxième représentation beaucoup plus tard d'Yves, elle est du XVe siècle, celle-ci, eh bien, vous voyez, une petite atténuation, mais ça, il n'empêche que ça tombe comme ça. Puis les Allemands qui nous disent, bien, de toute façon, quelle que soit la conception, c'est du pareil au même, regardez, je vous le démontre, et la force cesse lorsque cesse l'effort, et les boulets tombent au même endroit, quelle que soit votre conception, il y a de l'effort qui est un petit peu freiné, ou ça s'arrête d'un seul coup, selon la physique d'Aristote. Donc vous voyez l'application de quoi? D'un mouvement selon le lieu qui se développe selon le temps, et qui s'arrête quand s'arrête l'effort, physique d'Aristote. Alors, il y a les mécaniciens parisiens au XIVe siècle, et notamment Jean Buridan, qui va essayer de s'en tirer pour avoir quelque chose de plus important, de plus... il va inventer une notion qui est l'impetus. L'impetus, c'est quoi? Je lance quelque chose, je propage par un effort violent ce quelque chose, et puis plus ça s'éloigne de mon bras, et moins ce que j'ai donné comme force est important. Donc il y a une diminution progressive. Et en regardant donc cette manière de diminuer progressivement l'effort que l'effet de l'effort que j'ai donné, eh bien, il arrive à une parabole. Et la description d'une parabole qu'il essaie de rationaliser en mesurant comment tombent les boulets sur Terre ou les poids sur Terre, et il arrive, je ne sais comment, à faire des histogrammes dans lesquels il démontre que pour un temps t, il y a une distance d qui est parcourue par un mobile, 2t, 2d, 3t, il y a proportionnalité entre les distances de chute et les temps de chute. Donc voilà, on est au XIVe siècle, et naît quelque chose qui introduit du temps dans la trajectoire. Bon. Et tout ça va changer énormément après Copernic. Copernic, dont le système va être beau, c'est-à-dire que le Soleil est au centre du monde, la Terre tourne autour du Soleil, le monde est fini par la sphère des étoiles fixes, limité par la sphère des étoiles fixes, mais ce qui ne va pas, évidemment pour nous, c'est quelque chose qui va très bien, le Soleil au centre du monde, et la Terre est une des planètes, le Soleil c'est une étoile, ouais, sauf que bien, la Terre tourne autour du Soleil, et donc comment tombent les corps sur une Terre en mouvement? Ils tombent à mes pieds. Ah non, ils devraient tomber au loin sur une Terre en mouvement. Donc, il y a une contradiction, et vous voyez que Copernic ne peut pas avoir raison, parce que toute la physique d'Aristote nous démontre le contraire. Ou alors, il faut changer la physique. Et les partisans de Copernic vont être obligés de changer la physique. Et voilà, par exemple, un de ces partisans de Copernic qui s'appelle... où est-il? Il est ici, Galileo Galilei, une représentation tardive, il est jeune à cette époque-là, il a 25 ans, on le représente alors qu'il a déjà la barbe fleurie, qui représente devant le duc de Médicis, quoi? Eh bien, son étude sur la chute des corps. Et on ne sait pas comment Buridan a procédé pour donner sa loi de proportionnalité. En tout cas, on sait comment Galilée a procédé. Il y a suffisamment de témoins, et lui-même, pour nous dire comment il a procédé. D'abord, il pense à ralentir le mouvement. Il ralentit le mouvement en faisant tomber la bille sur un plan incliné. Et selon l'inclinaison, évidemment, je peux ralentir très fort. Et d'autre part, la loi de chute des corps à cette époque, c'est Buridan. Donc il va tracer des traits qui sont à distance d, 2d, 3d, 4d, 5d, 6d,
et il va essayer de voir si la bille franchit en des temps égaux ces distances égales. Ouais, mais comment mesurer le temps? Avec un sablier, avec une horloge à poids ou avec une clepsydre? Bon, très rapidement, il s'aperçoit même à l'œil que Buridan a tort et que, visiblement, il y a une accélération et que les distances que parcourt la bille sont de plus en plus grandes autour de temps égaux. Donc il fait un postulat, il dit, puisque les temps de chute sont inégaux, Dieu a mis quelque chose là-dedans qui doit être constant. Est-ce que ça ne serait pas l'accélération? Et il pose l'hypothèse que Dieu a mis l'accélération constante, et il va calculer avec une accélération constante quelles sont les distances parcourues dans les temps. Et il voit que les distances parcourues doivent être égales au carré des temps. Donc il va fractionner son truc, non plus en t, 2t, 3t, 4t, mais en carré des temps. Et les carrés des temps, il va regarder si sa conjecture est juste, c'est-à-dire si la bille traverse les carrés des temps dans des distances qui sont proportionnelles au carré des temps dans des temps égaux. Comment fait-il? Là, c'est plus difficile. Alors, il pense à une chose qui est très simple, c'est le pouls. Et il invente un pulsomètre. Alors, il va prendre son pouls, et avec le pouls, il va pouvoir mesurer le temps. Et ça va être beaucoup plus juste que les clepsydres et les sabliers. Et comme il peut être ému par le résultat de ces expériences, il va prendre deux domestiques qui se mesurent le pouls, au moins eux se foutent du résultat de l'expérience, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une accélération de leur battement cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'il va s'apercevoir? Qu'effectivement, sa conjecture est à peu près vérifiée en prenant le pouls ou en chantant. Son père est musicien et il connaît très bien Monteverdi, et il va chanter des chants rythmés de Monteverdi avec lesquels il va vérifier aussi la loi conjecturée. Une fois que c'est possible, eh bien, il va prendre son crayon et il va étudier la chute de quelque chose d'un poids qui est retenu par une ficelle, et ça va être le pendule. Donc, si le pendule est parfait, ça va remonter ici. S'il met un clou ici, il va remonter qu'ici. S'il met un clou, bon, vous voyez, vous avez pendule parfait, et il va voir que la loi qu'il calcule avec une accélération constante, eh bien, peut expliquer les battements du pendule. Et il a une loi. Et alors, il a une idée un peu géniale. La loi dépend de quoi? Eh bien, de l'accélération et de la longueur du fil. Donc, il va faire une longueur de fil qui est telle que le pendule batte la seconde. Et il peut mesurer comme ça les secondes qui ne pouvaient pas se mesurer avant lui, et dans lequel il dit, bien, on peut faire un engin qui va mesurer la seconde, ça s'appelle une horloge à pendule, il va en faire le schéma, il ne va pas réussir à la faire, et c'est Christian Huygens qui, 30 ans plus tard, va faire la première horloge à pendule qui a subsisté jusque mon enfance. Et avec les poids qui, font pas, le balancier ne fait pas forcément la seconde, en tout cas, il régule totalement la pendule, remontée par un ressort et régulée par ce pendule. Nous savons mesurer le temps. Bien, vous voyez que cette mesure du temps, d'un temps inventé par les Chaldéens, qui est toujours à base 12, et va être possible pour la première fois, de façon rigoureuse, par la conséquence d'une théorie scientifique, la théorie du pendule et l'accélération de la bille, appliquée à un engin technique. C'est la première technologie, c'est-à-dire la première invention d'une science pour améliorer quelque chose de technique. Bon, alors, Galilée nous dit aussi, eh bien, comment roule une bille? Eh bien, si je donne une pichenette dans une bille, elle roule indéfiniment s'il n'y a pas de frottement. Vous voyez qu'il fait une idéalisation.
Son idéalisation est totalement contraire à l'idéalisation d'Aristote. Aristote, elle s'arrête si cesse mon effort. Galilée, elle ne s'arrête jamais s'il n'y a pas de frottement. Et Galilée est trop physicien. Alors pour lui, eh bien, puisque la Terre est ronde, quand je donne une chute dans une bille, eh bien, elle devrait faire un mouvement circulaire et uniforme qui est un mouvement qui est d'inertie pour Galilée. Et c'est Descartes qui va dire ben non, c'est un mouvement contraint, le mouvement circulaire et uniforme. Donc voilà, Galilée, nous en sommes là. Et ce temps galiléen, eh bien, va être utilisé par un petit jeune là il commence à vieillir, en 1684, Newton, Isaac Newton, qui à l'époque a 45 ans, qui va essayer d'expliquer dans ses Principia Mathematica pourquoi les planètes obéissent aux lois de Kepler, Kepler qui a trouvé des lois de façon très très mystique au début du XVIIe, et notamment pourquoi les planètes décrivent des orbites qui sont elliptiques. Et voilà, par exemple, un dessin des Principia Mathematica de Newton, dans lesquels vous voyez, par exemple, ici, en S, il y a la Terre, en A, il y a la Lune. Si la Lune ne subissait aucune contrainte, elle partirait comme ça, en A, B. Si la Lune est en B et ne subit aucune contrainte, elle va en BC. Oui, mais justement, la Lune, lorsqu'elle est en B, ne va pas en petit c, mais va en grand C. Donc, elle ne suit pas cela, donc elle subit un mouvement contraint. Et qu'est-ce qui la contraint? Eh bien, une résultante de force qui est dirigée comme ça. Quand elle est en C, elle devrait aller en D. Or, elle va en grand D. Et donc, elle subit des forces qui, constamment, l'amènent vers le centre de la Terre. Donc, la Lune a un mouvement elliptique parce que c'est la combinaison de forces d'inertie et d'une force centripète qui est dirigée selon la direction entre la Lune et la Terre. De même, la Terre suit une ellipse autour du Soleil pour la même raison. Bon. Donc, Newton se dit, bien, cette force qui retient la Lune sur son orbite et la force qui retient la Terre dans son orbite a même direction et sens que la force qui amène la pomme sur ma tête. Et ça serait intéressant de les comparer. Et en voulant les comparer, eh bien, il va faire les premiers pas pour l'invention de la gravitation universelle, dans lesquelles il y a attraction des masses et en fonction de leur masse, justement, et du carré, l'inverse du carré de leur distance, qui est une loi qui va dire soit les comportements des corps sur Terre et des corps dans les cieux, des cieux qui sont vides, un univers qui est un univers dans lequel toutes les étoiles sont des soleils et dans lequel il y a donc des forces d'attraction dans ce vide qui s'exercent. Alors vous voyez qu'il a besoin du temps pour mesurer cela, le temps qui lui permet d'inventer le calcul infinitésimal, le calcul intégral, et pour lui, l'espace, c'est quoi? Eh bien, c'est le sensorium de Dieu, parce que la physique doit mener à la connaissance divine, bien évidemment, et il voudrait renverser une nouvelle mystique, le catholicisme qu'il aborde. Alors, donc on a une première physique dans laquelle le temps est un temps égal, régulier, qui nous permet d'avoir les trajectoires des planètes. Et ceci est extrêmement mis en forme à la fin du XIXe siècle, fin du XVIIIe siècle par Pierre-Simon Laplace, qui va écrire des lois qui sont les lois d'attraction des corps dans un espace absolu, c'est-à-dire repéré dans les trois directions de l'espace selon des mesures
identique dans les trois directions, un espace absolu, et Laplace fait partie de la commission des lois des poids et mesures de la Révolution française, évidemment, tout ça est en concordance, et avec un temps absolu qui est mesuré uniformément. Donc cette physique de Laplace-Newton permet d'utiliser un temps qui, cette fois-ci, doit être rigoureusement égal. Et vous voyez qu'il ne dépend plus des aléas, oserais-je dire, des astres, et qui est repéré de façon indépendante. Et on a coutume de dire que la physique de Laplace est totalement déterministe, donne des lois qui sont irréversibles et guidées par le démon de Laplace. Si un jour vous avez la possibilité de déterminer l'état complet de l'univers en ce moment, par exemple, eh bien, vous pouvez prédire son évolution et prédire son passé, et par des lois totalement déterministes. Et tout a des actions sur tout. Donc, Laplace donne des trajectoires qui sont dans des temps et d'espace absolus, c'est un temps des physiciens, et donne une physique newtonienne explicative et prédictive, et dans lequel il n'a plus besoin de Dieu, il l'exclut de l'explication, et c'est la première fois où il y a une laïcisation de la physique. Donc c'est gagné, c'est fini, on a fini, puisque le temps est absolu, on a une physique réversible, on est en 1810, quelque chose comme ça, tout le monde admet ça, presque, au moment où il commence à déconner, parce que pour expliquer l'électricité, pour expliquer la lumière, pour expliquer le magnétisme, il faut introduire un monde plein, un monde qui serait capable de transmettre des vibrations. Et électricité, magnétisme, lumière sont unifiés par Maxwell en 1864, et Maxwell a besoin d'un monde qui soit empli par un éther pour expliquer ces ondes électromagnétiques, des ondes électromagnétiques dans lesquelles il prévoit que la lumière, eh bien, c'est ce à quoi les yeux sont sensibles, et puis il y a de l'infrarouge, il y a de l'ultraviolet, et on verra que c'est beaucoup plus compliqué et plus étendu que cela, bien d'après Maxwell. Bon. Donc là, il y a deux domaines de validité. Il y a la mécanique qui exige la gravitation universelle espace-vide, et puis l'électromagnétisme qui exige l'espace plein et des ondes. Et entre les deux, pas trop de recouvrement. Donc, chacun a son domaine de validité, et simplement, eh bien, on essaie de prouver l'existence de l'éther. Et notamment vers 1870, il y a des gens qui essaient de prévoir le vent que produit la Terre en traversant les terres, et qui essaient de le mettre en évidence. C'est par exemple Michelson. Et avec des interféromètres, je passe assez rapidement, mais surtout Michelson essaie de mesurer la vitesse du Soleil venant à la Terre depuis une Terre mobile qui, de temps en temps, s'éloigne du Soleil et de temps en temps s'approche du Soleil, puisqu'elle suit une trajectoire elliptique, extrêmement déformée et caricaturée. Or, quand vous mesurez la vitesse d'une voiture à partir d'une autre voiture en mouvement, qu'est-ce que vous trouvez toujours comme vitesse? C'est la différence des deux vitesses. Il y a addition ou soustraction des vitesses. Tandis qu'ici, en mesurant la vitesse qui nous vient du Soleil lorsqu'on s'en éloigne ou lorsqu'on s'en rapproche, il trouve quelque chose qui est rigoureusement constant. Il fait ses expériences pendant 12 ans. Au bout de 12 ans, il s'adjoint Morley qui travaille avec lui pendant 2 ans. Il trouve toujours les mêmes résultats. Il les publie et en disant je publie ces résultats faux, et Michelson ajoute si j'avais su, je n'aurais pas perdu 14 ans de ma vie. Bon. Et je dis ça à l'intention de Mme Pécresse. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien,
il y a un problème là-dedans. Et ce problème là-dedans, eh bien, par exemple, un physicien hollandais qui s'appelle Lorentz, tout à la fin du XIXe siècle, va donner un raisonnement très simple. Il dit, bien, finalement, on mesure la vitesse du Soleil, la vitesse de la lumière qui vient du Soleil. Une vitesse, c'est toujours une distance divisée par un temps. Puisque la vitesse est constante, ça veut dire que le rapport D sur T est toujours constant. Eh bien, donc, quand on s'éloigne du Soleil, distance et temps augmentent ensemble, et quand on rapproche du Soleil, eh bien, distance et temps diminuent ensemble. Et il donne des transformations qui sont connues depuis sous le nom de transformation de Lorentz, qui dit que le temps et l'espace ne sont pas absolus, sont liés entre eux, mais c'est une solution ad hoc qu'il adopte pour expliquer le résultat de la mesure, la constance de la vitesse de la lumière quand on s'approche ou quand on s'éloigne du Soleil. Bon. Et c'est cela qui va amener une complication du temps des physiciens. Parce que vous sentez bien qu'une solution ad hoc et des résultats négatifs veulent quelquefois dire quelque chose. Alors là, je vais passer très vite parce que Étienne Klein va finir ce cycle, et c'est ça qu'il va développer surtout, la physique du XXe siècle. En 1905, un petit jeune qui s'appelle Albert Einstein va tout simplement voir qu'il y a une contradiction dans la physique. Pourquoi? Eh bien parce que Galilée avait raconté... Alors... quand on est sur un bateau et que l'on voit le port s'éloigner, ce n'est pas le port qui bouge, c'est le bateau. Et d'autre part, les lois physiques sont identiques. Si vous êtes sur un bateau qui ne bouge pas trop, qui n'est pas trop chahuté, ou sur le solide. On dirait maintenant, si vous êtes dans un TGV à vitesse constante et que vous buvez un café, c'est pas votre voisin qui prend le café dans la figure. C'est-à-dire que les mêmes lois physiques existent, que le bateau, le TGV, soit au repos, ou le bateau, le TGV, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc, c'est ce que Einstein dit, la relativité galiléenne. Bon, ça, c'est quelque chose qui était bien fondé en physique. Or, il s'aperçoit, Einstein, que les lois de Maxwell de l'électrodynamique diffèrent des lois de l'électrostatique. Si les lois de l'électrostatique diffèrent de l'électrodynamique, ça veut dire qu'on peut repérer un repos absolu, c'est contradictoire avec la mécanique. Donc la physique n'est pas belle. Comment rendre la physique belle? Eh bien, ou elle n'est pas belle, elle est laide définitivement, ou elle est belle et je trouve une solution là-dedans. Alors voilà comment Einstein a caricaturé dans ses ouvrages de vulgarisation ce qu'il pense à l'époque. Si un train et un talus sont immobiles tous les deux et en face l'un de l'autre, il y a un orage qui donne deux éclairs à une extrémité d'un train. L'observateur ici va dire, eh bien, l'orage a donné un éclair à chaque bout en même temps. Comment vous dites que c'est en même temps? Ben, je l'ai vu en même temps parce que la distance de l'éclair pour me parvenir est égale et donc ça tombait en même temps. Si par contre on est dans le train et que le train est immobile, bien, il y a l'orage qui est là, l'observateur qui est ici dit, bien, ça tombe en même temps, bien sûr. Donc ils sont d'accord. Et si maintenant le train va très rapidement comme ceci, eh bien, quand il y a l'orage à ce temps t où ils sont en face l'un de l'autre, comme ça va très vite et que ça se déplace ici, celui-ci va recevoir le signal avant de recevoir celui-ci. Donc il va dire c'est tombé avant ici qu'ici. Et celui-là dira non, c'est tombé au même temps. Comment départager les deux? Eh bien, Einstein dit, bien, il faut les amener à dire que la foudre tombe au même temps pour l'un et l'autre quand le train est en mouvement. Donc ça veut dire que les distances et les temps se diminuent dans le sens de mouvement et s'allongent dans le sens inverse au mouvement. C'est QFD, je retrouve les transformations de Lorentz.
et c'est ce qu'il appelle la relativité restreinte aux mobiles en mouvement d'inertie. Et il va donc émettre cette théorie de la relativité restreinte qui va rétablir une beauté dans la physique, et dans laquelle eh bien, il y a l'impossibilité de définir un repos absolu, c'est le principe de la relativité, l'invariance de la vitesse de la lumière, la vitesse est toujours la même quel que soit le système de coordonnées, qu'il soit au repos puisqu'il n'y a pas de repos ou en mouvement rectiligne uniforme. L'éther est superflu, donc il ne vient plus nous embêter, et temps et espace sont liés à un continuum espace-temps et repéré dans un système de coordonnées. C'est-à-dire que le temps ne peut plus se définir qu'avec l'espace et dans un système de coordonnées. Il n'y a plus un temps absolu. C'est totalement à rejeter de la physique. Et cette physique est à nouveau belle et nous pouvons en être satisfaits. Et donc la Gamow qui explique un petit peu sa relativité, mais ce dessin, si vous l'avez dans l'œil, vous pourrez trouver toujours dans quel sens ça se contracte, n'est-ce pas? Le cycliste va rarement en marche arrière. Et donc 1915, eh bien, il va étendre cette relativité aux corps qui sont en accélération constante. Il va expliquer ce qu'est la gravité, qui n'était pas expliqué depuis Newton. Il va définir la lumière comme étant une géodésique de l'espace-temps, mais tout ça, Étienne Klein vous en parlera dans la dernière conférence. Ce qui va être démontré dans une éclipse de soleil qui permettent de mesurer des déviations du rayon lumineux qui partent du soleil, qui arrivent à la Terre, et par la Lune qui est entre les deux et qui est pertinente avec ce que avait calculé Einstein. Einstein avait dit, s'ils ne trouvent pas ce que j'ai prévu, c'est qu'ils seront mal manipés. Hein. Donc, il avait pris ses précautions. Et donc, voyez, grâce à cela, on peut expliquer les phénomènes au sein d'une modélisation, toujours, qui permet de poser des limites de validité. Évidemment, si je veux décrire le mouvement de la lumière, je suis obligé d'utiliser la relativité généralisée. Si je veux repérer le mouvement de la Lune, la mécanique newtonienne me suffit. Si je veux repérer les ondes électromagnétiques, il faut que j'appelle la mécanique de Maxwell. Aucune des théories n'englobe tous les phénomènes. Par contre, chacun est pertinent dans ses limites de validité que l'on s'est posées. Et ça, c'est très important. Et c'est comme ça que fonctionne la physique. La physique qui permet de lancer des engins sur des comètes, par exemple, en considérant que la Terre est fixe et en faisant une balistique qui est une balistique newtonienne. Elle émet des ondes, cette sonde émet des ondes électromagnétiques avec une physique de Maxwell, et on repère où elle se pose exactement par le même système que le GPS, c'est-à-dire avec la seule application connue de la relativité généralisée, trouvée en 1905, GPS en 2000 et quelques, ce qui montre que Mme Pécresse, définitivement, a pas tout à fait raison dans le pilotage de la recherche, et ses successeuses et successeurs non plus. Notre réflexion, donc, doit s'adapter à chaque solution concrète. J'ai été trop long. Merci Bernard.